composé de 10 volumes du tome, intitulé Vers le monde étrange de Marie, dont les 2 tomes sont déjà parus. Le premier en 2012, intitulé Plutôt rêve que révolution, et le deuxième paru en 2014, intitulé Deux nostalgiques du futur. Est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de ces 2 tomes déjà parus et nous dire le message que vous avez voulu lancer? Il s'agit effectivement d'un roman cyclique de 10 volumes dont l'esquisse a été élaborée du temps où j'étais étudiant en France. Rentré au Sénégal, je me suis dit que la littérature étant pour moi une thérapie, qu'il était temps que je m'engage à écrire ne serait-ce que les 2 ou 3 premiers tomes. Cet ouvrage, intitulé Vers le monde étranger de Marie, n'est rien moins qu'une sorte de fiction qui finalement concerne la plupart des Sénégalais de mon époque. Marie est une artiste plasticienne qui, dans son évolution artistique, sans le savoir, est inspirée par une sorte de démon. Alors, Mada Houssen, qui en est le principal acteur, après ses études de sociologie en France, rentre au Sénégal et milite au sein d'un parti politique clandestin. Alors, il a été envoyé en mission par le canal du parti à l'intérieur du pays. Et c'est là qu'il a été appelé à distance par un certain érudit des traditions africaines qui lui a fait comprendre, après consultation, que la voie politique qu'il a choisie pourrait ne pas être la sienne, qu'il sera, dans quelque temps, il aura à exercer des fonctions beaucoup plus importantes au sein de l'administration sénégalaise. Mada Houssen, qui est, comme la plupart des intellectuels de son temps, cartésien et même matérialiste, dialecticien, marxiste, n'a pas voulu croire un seul instant aux déclarations prémonitoires qui lui ont été faites par ce monsieur de Kolda qui s'appelle Ousmane Diawara. Et rentré après sa mission au sein de son parti à Dakar, il se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, les déclarations prémonitoires de ce sorcier de Kolda sont en train de se réaliser. Grosso modo, c'est ça la trame de mon histoire. Et le premier tome, qui s'intitule, comme vous l'avez dit au début, plutôt Rêve que révolution, ne fait que résumer, n'est-ce pas, les différentes étapes psychologiques que Mada Houssen traverse à travers le premier tome de cet ouvrage. Le second tome, qui a pour titre Deux nostalgiques du futur, je me permettrai de dire renforce un peu le clou. Parce que Mada Houssen, n'est-ce pas, se rend également compte que dans la trame du second tome, qu'il a une certaine nostalgie des déclarations qui lui ont été faites par le sorcier de Kolda. Grosso modo, voilà de quoi il s'agit. Bon, vous savez, nous, Africains, nous sommes, et c'est un peu malheureux à dire, même triste, entre deux cultures. Nés en Afrique, éduqués jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans en Afrique, nous nous voyons obligés de faire un pas vers l'enseignement et la culture occidentale qui nous a été imposée par l'histoire. Alors, ces deux éléments font que finalement nous sommes, je dirais, non seulement entre deux cultures, mais parfois assez incertains dans la plupart des décisions que nous prenons. Alors, bien évidemment, la culture occidentale qui nous a été, je dirais, imposée par l'histoire
a des éléments qui lui sont propres et très importants. Parce que tout de même, la plupart des inventions à partir du 19e siècle et bien au-delà ont été effectuées par cette culture occidentale. Alors, lorsqu'on est entre cette culture occidentale et la culture africaine, qui est, n'est-ce pas, une source, comme je l'ai dit à travers certains passages du roman, une source inaltérable, n'est-ce pas, de vibration, de communication avec la nature, alors ça devient un peu difficile. Ça devient un peu difficile. Alors Madaour Sen, qui en est le personnage principal, n'a pas, tout au début, voulu une seule fois croire que, n'est-ce pas, ce qu'il a vécu jusqu'ici en France pourrait ne pas lui être utile. Pourrait ne pas lui être utile. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs il a entamé son militantisme révolutionnaire au sein d'un parti politique clandestin. Comme vous le savez, à l'époque, la clandestinité existait au Sénégal. Mais sa conception de la vie, sa conception de la politique, de l'économie, n'est-ce pas, se voit au fur et à mesure qu'il évolue, amoindrie par les déclarations prémonitoires qui lui ont été faites par le sorcier de Kolda. Alors, donc, généralement, les intellectuels africains sont entre ces deux chaises, n'est-ce pas, le matérialisme, n'est-ce pas, le cartésianisme, n'est-ce pas, l'évolution rationnelle, et à côté, leurs sentiments propres et, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de secret, tout ce qu'il y a de nostalgique, tout ce qu'il y a, je dirais, de propre aux vieilles civilisations, surtout à la civilisation africaine. Comme vous le savez, l'Afrique étant le berceau de toutes les civilisations de toutes les cultures, tout étant parti d'ici, pour que les Africains y croient, c'est un peu difficile. Alors, grosso modo, c'est le message que j'ai voulu faire passer à travers ce roman cyclique de 10 tomes. Alors, la question qui me vient aux lèvres immédiatement, c'est pourquoi avoir choisi le roman pour transmettre ce message, alors qu'il y a d'autres moyens, il y a l'essai, il y a la poésie, il y a d'autres voies et moyens de communiquer ce message. Pourquoi avoir choisi le roman pour développer ça? Tout simplement parce que l'essai, comme vous le savez, en tant que, n'est-ce pas, intellectuel évoluant dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de l'édition, est une étude, n'est-ce pas, qui a pour mission de faire comprendre des événements ponctuels, politiques, économiques, n'est-ce pas, sociaux, culturels, etc. C'est ça le but de l'essai. Or, moi j'ai écrit, je suis parti, n'est-ce pas, d'une fiction. C'est une fiction. Alors, les différents personnages, certes, pourraient exister. J'en ai connu quelques-uns. Alors que j'ai fait évoluer autrement dans les mondes littéraires que j'ai moi-même inventé. Donc le roman, la fiction, était mieux appropriée. J'aurais pu choisir, n'est-ce pas, la nouvelle, mais ce serait en ce moment-là me plonger dans plusieurs tomes qui dépasseraient peut-être la vingtaine ou la trentaine. Alors là, le roman, au bout de 10 volumes, je crois que je serai au terme de mon histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous saisissez au rebond, quelque chose sur la suite? Parce que là, les deux tomes sont déjà sortis. J'ai vu qu'il y a 2 ans, l'autre est paru en 2012, l'autre en 2014. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Ben, ça dépendra très certainement de mon éditeur, du représentant des éditions L'Harmattan à Dakar. Je lui ai remis les 5 premiers tomes de ce roman, du monde étrange de Marie. Le premier qui a été édité en 2012 et qui a pour titre plutôt Rêve que Révolution
a été suivi 2 ans après par le second qui s'intitule De nostalgique du futur. Mon souhait eût été que cet écart n'exista pas entre ces 2 premiers tomes. J'aurais souhaité que ce soit un peu plus court, qu'au bout de 6 mois ou de 1 an, au grand maximum, nous passions au second, puis au troisième, etc. Alors, dans le 2e tome qui s'intitule De nostalgique du futur, vous vous rendrez compte, en lisant entre les lignes, que effectivement, Mada Hoursène et sa compagne Salimata Fall, qui milite en même temps que lui au sein de ce parti politique clandestin, a hâte de rencontrer Marie, de changer de monde. Le 3e tome qui est à paraître probablement dans 6 mois ou peut-être moins, a pour titre Des égards tant fraternels. Des égards tant fraternels, qui sera suivi. Là, nous aurons toujours pour toile de fond le parti politique clandestin en question. Et l'évolution de ces 2 personnages, Mada Hoursène et Salimata Fall, n'est-ce pas, à travers Dakar, le Sénégal, à travers également leur militantisme politique au sein du parti clandestin. C'est, me semble-t-il, au 3e tome que Marie fera son apparition. Alors là, Mada Hoursène se rendra compte que la réalisation des déclarations prémonitoires qui ont été faites par le sorcier de Kolda est en train de se faire. Il va être nommé directeur des arts et lettres de la République du Sénégal et il rencontrera justement Marie qui est plasticienne, qui est artiste plasticienne. Voilà pourquoi le 4e tome a pour titre La mystique plasticienne. La rencontrant, Marie va lui proposer de l'aider à exposer en tant que directeur des arts et lettres l'essentiel de ses tableaux de peinture. Le 4e, le 5e tome, dans le 5e tome, nous serons en pleine évolution artistique à travers Dakar de l'époque, qui, comme vous le savez, était présidé par le président poète Léopold Sédar Senghor. C'est toute une nostalgie, c'est toute une nostalgie. Le 6e tome, là, on entre en plein dans ce qu'il y a de nostalgique, ou plus exactement dans ce qu'il y a d'énigmatique en Afrique. Et nous évoluerons jusqu'au 10e tome. La dernière question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut comprendre à travers ces ouvrages, ce roman cyclique, que c'est en définitive une volonté de M. Kemal Ndiaye de redonner à l'Afrique le dessus sur l'Europe? C'est une victoire des réalités africaines sur les réalités occidentales, ou quoi, on peut comprendre cela? Incontestablement, parce que nous avons nos réalités et ne pas les vivre serait pour nous dramatique. On ne peut pas, on ne doit pas en tant qu'Africain faire fi, n'est-ce pas, de cette richesse que nous avons. Quelqu'un a parlé, n'est-ce pas, de nation nègre et culture, quelqu'un d'autre a parlé d'autres choses. Nous avons des choses à nous qui nous appartiennent et retourner, n'est-ce pas, à la source africaine ne nous ferait que du bien. Ne nous ferait que du bien. Bon, évidemment, l'art, c'est l'art, n'est-ce pas, que nous avons en commun avec les autres continents, avec les autres peuples. L'art, c'est la littérature, l'art, c'est qui est l'art majeur, bien évidemment, et la poésie, n'est-ce pas. L'art, c'est la peinture, l'art, c'est la sculpture, et justement, nous, Africains, en sommes extrêmement riches. Voilà. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup, c'est moi.